Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la Semaine de l'écho sur France 24, une émission consacrée au rôle fondamental de l'éducation dans l'économie. Tout de suite, le programme. Près de 12 millions d'élèves ont repris le chemin de l'école lundi dernier en France, une rentrée des classes toujours marquée par des pénuries d'enseignants. Pourquoi le métier n'attire plus les vocations? Quelles conséquences sur le niveau des élèves et les performances de l'économie? Nous en débattrons. 1 milliard d'euros supplémentaires par an pour les lycées professionnels, déclaré cause nationale par Emmanuel Macron. Est-ce suffisant pour lutter contre le décrochage scolaire et améliorer l'insertion des jeunes sur le marché du travail? Nous en parlons avec la ministre de l'Éducation et de l'Enseignement professionnel, Carole Grandjean. Enfin, un rapport souligne l'échec de l'école à réduire les inégalités sociales, des inégalités qui touchent également les élèves en situation de handicap. Vous entendrez en fin d'émission le témoignage de Caroline Boudet, journaliste et autrice sur l'école inclusive. Mais avant, laissez-moi vous présenter mes trois invités. Avec nous aujourd'hui, Nina Guyon, bonjour. Bonjour. Vous êtes économiste, maîtresse de conférences à l'École d'économie de Paris et à l'École normale supérieure. Vous êtes également experte à l'Institut des politiques publiques. Avec nous également sur ce plateau, Anna Benjamin, bonjour. Bonjour. Journaliste indépendante spécialisée en éducation, vous avez publié au mois d'avril dernier « Prof, une journaliste en immersion » aux éditions Goutte d'Or. Et avec nous aujourd'hui également Hugo Harari et Kermadec, bonjour. Bonjour. Vous êtes économiste et sociologue, professeur à l'Université d'Orléans. Vous êtes également formateur au concours de professeurs des écoles. Nous allons donc commencer ce débat avec vous, Nina Guyon, juste pour avoir le fond du débat économique sur les liens entre éducation et économie. Pourquoi dit-on que les dépenses d'éducation sont aussi un investissement en capital humain, un investissement sur le long terme, qui a des conséquences donc à long terme sur l'économie ? Quel que soit le modèle économique qu'on choisit, l'éducation a toujours été l'élément numéro un de l'innovation. Et on n'a pas de croissance économique. Quand je dis croissance, j'entends croissance au sens, on va dire, noble du terme, de développement économique. Sans innovation, pour avoir de l'innovation, il faut une population éduquée. Et donc, les manques de profs actuels, en particulier, les inégalités dans le système scolaire, sont des éléments fondamentaux qu'il faut résoudre si on veut, à long terme, dans 30, 40 ans, avoir une économie qui soit à même de faire face aux défis de la crise climatique et des autres éléments qui se posent. Et c'est parce que c'est un sujet très économique qu'on l'aborde aussi aujourd'hui dans cette émission. Alors voyons le terrain, tous ces problèmes qui ont commencé à être évoqués par vous, Nina Guyon, avec vous, Anna Benjamin. Vous êtes journaliste et vous êtes journaliste spécialisée en éducation et à un moment donné, vous avez décidé que pour mieux connaître la réalité du terrain, il ne suffisait pas de passer une journée dans une école, mais plusieurs mois. Vous avez donc quitté pour quelque temps votre métier de journaliste pour devenir enseignante contractuelle, puisque l'école manque aussi cruellement d'enseignants. Et juste en quelques mots, expliquez-nous votre démarche. Pourquoi avoir choisi cela plutôt que de faire des interviews avec des professeurs et de connaître ainsi la réalité du terrain? Alors, comme vous l'avez dit, j'ai été journaliste éducation pendant 4 ans et j'étais assez frustrée à cette époque parce que le reportage le plus long que j'avais pu faire durait un jour. Donc, on arrive le matin, on repart le soir, enfin le reportage dans les établissements. Et voilà, j'avais l'intuition que pour vraiment, c'est ce que je voulais raconter, la crise du recrutement des professeurs et puis à quoi ressemblait le métier aujourd'hui, c'était de le voir de l'intérieur. Donc, il y a je fais parler beaucoup de professeurs, il n'y a pas que mon expérience, mais c'était aussi expérimenter ce métier, montrer tout le travail invisible en fait que font les professeurs et les enseignants. C'est aussi montrer ça fait quoi ce métier sur le corps, c'est quoi la charge mentale, la charge physique d'un Justement, professeur. Dites-nous ce que vous avez ressenti, un travail à la fois épuisant parce qu'on a de multiples casquettes et également un manque de reconnaissance que vous avez ressenti. Oui, il y a ce professeur, j'arrive dans le 2e collège où j'ai enseigné, donc c'est un collège d'éducation prioritaire, qui me dit tout de suite, ici t'es prof, psy, assistante sociale et flic, c'est vraiment un métier à 360 degrés, quoi. On n'est pas juste là pour instruire, et ça je pense que les gens ne s'en rendent pas forcément compte. Et puis je raconte aussi la crise du recrutement,
ans, ce professeur qui n'arrive pas à muter en Bretagne depuis 4 ans, cette professeure qui fait 4 heures de trajet aller-retour pour venir travailler tous les jours, des conditions de rémunération qui font que beaucoup de professeurs multiplient les heures supplémentaires. Enfin voilà. Et puis j'aborde aussi le côté élève, orientation, la difficulté de certains élèves à s'orienter. Voilà. Et puis l'angoisse de beaucoup de parents, en fait, de l'orientation de leurs enfants. On y reviendra tout à l'heure, mais d'abord, Hugo Harari-Kermadec, sur cette question-là de l'école et surtout des enseignants. Vous formez donc les professeurs des écoles, vous les préparez plutôt au concours. Alors, ceux qui viennent, ceux qui s'inscrivent encore au concours, qu'est-ce qui les motive, puisqu'on parle aujourd'hui de la désaffection des enseignants? Alors, c'est surtout celle, parce que c'est à plus de 90% des étudiantes et des candidates. Ce qui les motive, c'est en général une longue réflexion. Ça commence avant le bac. Et c'est pour le premier degré, c'est beaucoup l'idée de travailler avec des enfants. L'idée d'avoir un impact sur la société à long terme en formant, en donnant envie et confiance aux nouvelles générations. Et puis, pour le secondaire, ça va être un peu plus directement lié au contenu, au savoir. Donc, les gens ont envie d'être prof de maths ou prof de physique ou prof de PS. Et pour le premier degré, c'est un peu différent puisque c'est très généraliste. Voilà, et la motivation, elle est très forte et elle est toujours présente. C'est plutôt les démotivations qui, en face, sont très nombreuses et qui font... Vous les sentez aussi? Oui, on sent que toute la trajectoire scolaire est assez difficile, puisque après avoir fait un bac, une licence, il faut faire 2 années de master où on fait des études et en plus, on prépare un concours. Et en plus, on doit commencer à prendre en charge des classes, etc. Donc, ça fait beaucoup de choses à faire en même temps et avec des revenus pas du tout assurés à côté. Donc, ça, c'est assez difficile. Et puis après, le début de la carrière, c'est aussi encore un choc. Justement, en parlant du début de la carrière, est-ce qu'il faut changer la manière de recruter les enseignants? Parce qu'on voit aussi qu'un des freins aujourd'hui qui se pose pour les enseignants recrutés par concours, c'est qu'ils ne peuvent pas choisir là où ils vont aller. Il faut qu'ils accumulent des points pour pouvoir être mutés, pour faire vraiment ce qu'ils veulent. N'est-ce pas là un frein pour attirer des vocations? Est-ce qu'il faut revoir ça d'une certaine manière? Alors, sur le mode d'organisation du concours, c'est des choses qui sont un peu différentes suivant le degré. Les professeurs des écoles, ils sont recrutés... académie par académie, alors que pour le second degré, c'est national. Et effectivement, on a un peu une hiérarchie qui se fait avec l'ancienneté. Et au début, on est là où il y a moins de demandes. Et puis, progressivement, on a la possibilité de se déplacer. Et l'effet principal que ça produit, il est assez... problématique pour le système dans l'ensemble, puisque ça fait que plus on est avancé dans la carrière, mieux on est payé, plus on se retrouve dans des endroits où on a envie d'aller. Et donc finalement, il y a un peu une double peine aux jeunes enseignants, enseignantes qui doivent découvrir le métier et qui sont dans les situations les plus difficiles et qui sont les moins payés en même temps. Donc ça produit un effet très inégalitaire, où les dépenses publiques vont davantage dans les quartiers les plus bourgeois, puisque c'est là où on a envie d'aller en fin de carrière, quand on peut choisir, et beaucoup moins simplement à cause de ce système dans les quartiers populaires, en banlieue parisienne ou d'autres grandes villes. Nina Guillon, il faut revoir la manière dont est fait le système pour permettre justement à l'éducation de jouer son rôle économique, c'est-à-dire permettre à long terme l'innovation que vous avez mentionnée, l'attractivité de l'économie. Il faut agir dès aujourd'hui pour conserver cette attractivité de l'économie française. Oui, je pense que compte tenu de la crise actuelle, on peut appeler ça vraiment une crise à la fois dans le recrutement des enseignants, mais aussi qui se traduit par à la fois un niveau de la France qui est désastreux aujourd'hui en termes de comparaison avec les pays de l'OCDE, et à la fois surtout en termes des inégalités. Donc si on revient sur ce qui a été fait, la recherche nous donne un peu des pistes sur ce qui fait un bon enseignant. Ce qu'on sait en tout cas, c'est que a priori le niveau de diplôme de l'enseignant, rien n'a jamais démontré que c'était quelque chose qui avait un effet sur la réussite scolaire des enfants. Et donc faire une réforme qui demande tout à coup un master 2 au lieu d'un master 1 à des gens sans augmenter leur salaire, ne semble pas justifié de ce point de vue-là, en tout cas. Mais maintenant, on évoque aussi de passer à la licence, donc pour recruter aussi. Donc... Oui, pour recruter. En fait, je pense que tous ces éléments-là posent une question fondamentale qui est qu'est-ce que fait un bon enseignant? Est-ce que ce que nous disent, en tout cas, déjà, les enseignants, c'est d'une part, il y a une grosse part des enseignants, je crois qu'il y a à peu près un tiers des enseignants qui disent que ils sentent que leur formation initiale ne les prépare pas
correctement, pratiquement à leur métier. Ça, c'est quand même, je pense, quelque chose de fondamental. Et on a... Alors, il y a eu... Donc, il y a ça. Il y a aussi, bien sûr, une crise de reconnaissance de la société. Cette reconnaissance, elle passe en particulier par le salaire. Donc, il y a des choses qui ont été faites. En particulier, il y a un article récent de l'INSEE qui montre que la prime REP+, qui a été... Pour les réseaux d'éducation prioritaire renforcés. Voilà, merci. Qui est offerte aux enseignants. Donc, c'est une prime qui a doublé entre 2017 et 2019, ce qui est une très bonne chose. Ça a permis effectivement d'avoir nettement plus d'enseignants qui mettent en premier vœu des établissements REP+. En revanche, en faisant ça, on met aussi des enseignants tout frais sortis d'école dans les établissements où il est de fait le plus difficile d'enseigner, comme vous le rappeliez. Et ça, on sait, ce qu'on sait dans qu'est-ce qui fait un bon enseignant, c'est clairement l'expérience fait un bon enseignant. Et donc, ça paraît pas être une bonne idée. Donc, c'est quelque chose, je pense, sur lequel il faut vraiment, vraiment réfléchir, à la fois sur la formation initiale, mais aussi sur la formation continue. Parce qu'en termes de formation continue, ce que disent les enseignants, c'est qu'ils se sentent aussi isolés, ils souffrent d'un manque de collaboration. Et vraiment, tout le rôle des inspecteurs, on sait aujourd'hui, il y a des articles qui montrent qu'effectivement, l'inspection est efficace, aide les enseignants. D'ailleurs, on appelle ça un inspecteur. Je pense que c'est un mot pas très bien adapté, en fait. Je pense qu'aujourd'hui, on devrait plutôt voir ça comme un conseiller. Ils sont là pour le conseiller, les accompagner tout au long de leur carrière. On sait que ça fonctionne. Malheureusement, il n'y en a pas forcément assez et les enseignants ne se sentent pas assez accompagnés. Et je pense que de fait, on ne devient pas un bon enseignant le premier jour de la rentrée, quoi. Alors, on va revenir sur cette question des inégalités scolaires, inégalités sociales, mais avant, quelques mots aussi de l'éducation professionnelle, parce que c'est aussi un secteur lié, d'une certaine manière, à la question des inégalités. En France, la rentrée des classes est donc aussi marquée par l'entrée en vigueur de la réforme des lycées professionnels, déclarée cause nationale par Emmanuel Macron. Le gouvernement a promis 1 milliard d'euros supplémentaires par an. Quels sont les objectifs de cette réforme? Écoutez la ministre française de l'Éducation et de l'Enseignement professionnel, Carole Grandjean. Le lycée professionnel doit prendre sa part aussi dans la formation des jeunes et dans leur capacité à s'insérer dans l'emploi. Aujourd'hui, on a un tiers des lycéens qui passent par le lycée professionnel. Or, pour la moitié d'entre eux, ils n'arrivent pas, alors qu'ils ont obtenu leur diplôme, à s'insérer dans l'emploi, et ce, hors poursuite d'études. Donc, comment améliorer cette insertion? Il s'agit donc pour nous de lutter à la fois contre le décrochage scolaire, puisqu'on a un certain nombre de jeunes qui décrochent pendant le lycée ou juste après, ou pendant la poursuite d'études. Il s'agit également de travailler sur les fragilités scolaires, parce qu'on a aussi un décalage de niveau. Ces jeunes ont 7 sur 20 en moyenne au brevet, alors que ceux qui sont orientés en voie générale ou technologique ont plutôt 11 sur 20. Donc il s'agit de travailler sur les enseignements fondamentaux. Et puis il s'agit aussi pour nous de travailler sur leur insertion professionnelle. Il s'agit aussi pour nous, bien sûr, d'aller faire évoluer l'offre de formation pour que la préparation de ces jeunes soit au plus près de l'évolution des métiers, parce qu'ils évoluent vite. Le lycée professionnel doit aussi évoluer à ce rythme-là. Alors Anna Benjamin, dans votre livre, vous évoquez aussi la question de l'enseignement professionnel, des lycées professionnels. Vous donnez des chiffres aussi évoqués par la ministre. L'enseignement professionnel, c'est un tiers des élèves du secondaire. 72% d'entre eux sont des enfants d'employés, ouvriers, inactifs ou chômeurs. Alors pourquoi ce biais de sélection et de niveau scolaire, puisqu'on a entendu la ministre évoquer cette différence de moyenne, 7 sur 20 pour ceux qui entrent au lycée professionnel, contre 11 sur 20 en moyenne pour ceux qui entrent au lycée général. Mais c'est intéressant, elle ne cite pas du tout la différence sociale des élèves. Elle dit donc visiblement, donc effectivement, donc ça j'ai pu le constater. C'est souvent, j'ai assisté à des conseils de classe où effectivement sont orientés en priorité les élèves qui ont des mauvaises notes, ou alors des élèves qui savent ce qu'ils veulent faire. Dans ces cas-là, c'est très bien le lycée professionnel. Mais souvent, c'est une orientation qui est subie, et ils vont dans des filières qu'ils ne désirent pas. Effectivement, là, le décrochage, en général, il se fait très rapidement. À 16 ans, ils n'ont plus l'obligation d'être scolarisés. Je pense qu'aussi, il y a une question de qui va dans les lycées professionnels. On sait, vous avez cité le chiffre, que c'est beaucoup des enfants de parents inactifs, de parents ouvriers. Donc je pense que... Et qui sont scolarisés d'abord en éducation prioritaire. Voilà. Donc je pense que pour régler cette question-là, il y a bien évidemment la question des moyens.
qui sont donnés à certains lycées professionnels, à certaines filières. Il y a aussi une vision de ces voies-là. On en fait encore des voies pas forcément, disons, moins fréquentables, prestigieuses que les voies générales. Mais je pense qu'il y a aussi... On sait, il y a eu un rapport en 2016 du Conseil national, on sait que les systèmes scolaires augmentent les inégalités. Il ne fait pas que les reproduire, en fait, il les augmente. Et ça, c'est d'abord le nombre d'élèves par classe qui jouent. En France, on est dans des pays de l'OCDE où on a le nombre d'élèves le plus important dans les classes, faute d'enseignants, faute de profs, en fait, parce que plus on met d'élèves dans les classes, moins on a besoin de profs. On en a 26 au collège en moyenne, dans les autres pays, c'est 21. Et on ne fait pas classe de la même manière entre 26 et 21 élèves. Il y a un fort turnover des profs, on l'a dit tout à l'heure, et des profs inexpérimentés. En fait, c'est ça, le souci. Les fondamentaux, elle parle des fondamentaux, il parle beaucoup des fondamentaux en ce moment au ministère, mais je pense que les enseignants, les enseignantes ou les professeurs apprennent à leurs élèves à compter, à lire. Je ne suis pas sûre que ce soit la maîtrise des fondamentaux. C'est peut-être plus les conditions de travail qu'il faudrait peut-être revoir. Hugo, vous voulez réagir, pardon, Nina Guyon ? Oui, juste pour revenir sur ce point, à la fois sur les inégalités, parce que c'est vraiment, je pense, fondamental, mais aussi sur l'orientation en filière professionnelle. Je pense qu'il faut se rendre compte, il y a quand même des chiffres qui montrent que on aurait a priori assez d'élèves qui ont un CAP et un bac pro pertinent et utile sur le marché du travail. Mais ce qui se passe, c'est qu'on a la moitié des élèves qui ont un CAP ou un bac pro en poche qui à la sortie de leur diplôme, changent de voie. Qu'est-ce que ça veut dire ça ? Ça veut dire, comme vous le disiez de manière très juste, qu'en fait, on a vraiment un gros problème d'orientation. Et on montre en effet, moi je montre dans ma recherche, qu'effectivement, en termes d'orientation, on a des grosses inégalités sociales avec un problème fondamental d'information et d'information personnalisée. Parce qu'on a de l'information générale, comme on manque de moyens pour informer les gens, on fait une information générale. Et une information générale, c'est pas très utile. Il faut que ce soit individualisé. Il faut que ce soit individualisé, il faut que ce soit adapté au niveau des élèves, mais aussi aux souhaits des élèves, avec ce qu'ils veulent faire. Je crois qu'il y a à peu près 200 formations dans les lycées pro. Donc aujourd'hui, ils ne redoublent plus, c'est ce que je raconte aussi dans le livre, on ne redouble plus au collège, donc c'est qu'à 14 ans, on doit savoir ce qu'on veut faire. Et effectivement, on fait passer des élèves qui, comme elle dit, on ne maîtrise pas les fondamentaux, mais voilà, c'est aussi... on reviendra sur la question des inégalités aussi, mais juste quelques mots sur l'aspect formation professionnelle, Hugo Harari-Kermadec. Le fait que on oriente des élèves vers, et peut-être de plus en plus d'élèves vers la voie professionnelle. Et puis, ces élèves qui veulent aussi par la suite parfois se réorienter, est-ce qu'on ne rend pas plus difficile l'accès à l'université, à l'enseignement supérieur pour les élèves issus des milieux populaires, qu'on va orienter en priorité vers le lycée professionnel ? Le problème principal de l'accès à l'enseignement supérieur, c'est encore une fois le nombre de places. On a mis en place Parcoursup pour introduire la sélection et donc pour changer d'un système où on pouvait s'inscrire, pas parce qu'on était candidat, à un système où il fallait sélectionner et choisir pour un nombre de places limité. L'accès dans l'enseignement professionnel avant, en fait, finalement, la sortie du collège, c'est le moment où on voit apparaître des différenciations parce que le système scolaire, jusque-là, il est unique. On est forcément en école primaire, après on est forcément au collège, donc ça ne se voit pas. Et ce qui se voit au moment du secondaire, c'est qu'on a un système qui, effectivement, ne fait pas que reproduire les inégalités, mais les aggrave. Et donc, on va envoyer en lycée professionnel, mais pas pour des raisons d'information. Moi, je ne pense pas que c'est juste un problème d'orientation au sens du choix. C'est parce que c'est les établissements qu'il y a à côté. Si vous êtes dans un quartier populaire, les établissements, ils ont beaucoup plus de chances d'être des lycées professionnels que des lycées généraux. Si vous êtes dans un quartier de centre-ville d'une grande ville, vous avez des lycées généraux, historiques, dans lesquels il y a une chapelle, dans lesquels il y a une classe préparatoire BL et MP, parce que c'est les grands lycées de la bourgeoisie depuis des siècles. Alors justement, vous évoquez cette question du milieu social, des inégalités. On va y revenir justement avec cette étude qui a été publiée cette semaine. Nous avons en effet commencé à évoquer l'impact de l'origine sociale sur l'orientation scolaire. Je vous propose d'aller plus loin sur la question des inégalités. Selon un rapport de France Stratégie publié mercredi, l'origine sociale, mais aussi le genre et le statut migratoire pèsent sur les trajectoires scolaires des élèves. L'école échoue ainsi à réduire les inégalités qui se creusent de la petite enfance aux études supérieures. On voit les détails avec Nabia Makloufi Oussibrahim. Apprendre à lire et après à écrire aussi.
Les tout-petits le savent, cette entrée au cours préparatoire est une année fondamentale. Sauf que tous n'abordent pas cette étape avec le même bagage. Selon une étude menée par France Stratégie, la performance des élèves est étroitement liée à 3 variables qui dépendent du genre, de l'ascendance migratoire et de l'origine sociale. C'est d'ailleurs cet élément qui est déterminant. C'est vrai si on regarde la catégorie socio-professionnelle des parents, d'un parent ou des 2 parents d'ailleurs. C'est vrai si on regarde les revenus des parents, mais c'est aussi vrai si on regarde le capital culturel des parents. Généralement, quand on essaie de mesurer l'impact du capital culturel, on regarde le diplôme des parents, des 2 parents, et plus particulièrement encore le diplôme de la mère, qui a un impact très fort c'est connu, hein, sur le parcours et les trajectoires et les performances des enfants. Des inégalités sociales qui se construisent extrêmement tôt, avant même l'âge de 2 ans, d'après ce rapport, et qui se creusent tout au long du parcours scolaire. Si l'on se réfère à ce panel, les enfants issus de milieux favorisés maintiennent leur avantage dès leur entrée en 6e et jusqu'aux études supérieures, contrairement aux enfants issus de milieux dits modestes, en bleu sur ce tableau. En revanche, la co-auteure du rapport réfute toute fatalité. Elle l'assure, des trajectoires individuelles peuvent échapper à ce déterminisme, à condition aussi de plus de mixité sociale dans les établissements scolaires. On a regardé quel pouvait être le rôle de ce qu'on appelle la mixité sociale et scolaire dans ces trajectoires. Là aussi, on s'est appuyé sur la littérature existante, qui commence à devenir abondante. On voit que cette mixité, elle a un impact fort sur les trajectoires, et un impact à la hausse, hein, évidemment. Et l'absence de mixité est un frein à l'ascension sociale par l'école. Et donc cette mixité-là, on le sait, il y a d'autres travaux qui le montrent, elle est très fortement impactée par la dualité du système français entre école privée et école publique, et par le fait que aujourd'hui cette ségrégation sociale entre ces 2 systèmes a plutôt tendance à augmenter. Et en cette semaine de rentrée, les vertus de l'uniforme, comme solution aux inégalités, sont remises au goût du jour. Le président de la République vient d'ailleurs de lancer l'idée d'une tenue unique. La question de la tenue unique. Alors, Nina Guyon, comment expliquer ces inégalités qui persistent, ces inégalités scolaires qui sont influencées par l'origine sociale on avait déjà commencé à parler de cela dans les années 1960. Il y avait toutes les études sociologiques de Pierre Bourdieu. Et on voit qu'aujourd'hui encore, la situation persiste malgré tous les moyens qui sont mis dans l'école et dans les réseaux d'éducation prioritaire. Pourquoi cela persiste malgré tous les efforts ? Je pense qu'il y a plusieurs éléments de réponse. Je pense qu'un élément important sur lequel on a vraiment de l'information. Bon, déjà, il faut rappeler que la France fait partie des pays les plus ségrégés de l'OCDE. Donc, ça veut dire que si on coupe la distribution des élèves en 4 et qu'on prend les élèves les plus socialement défavorisés, on va avoir 50% de ces élèves qui sont dans des collèges très défavorisés. Donc, on a vraiment une ségrégation très forte. Et ce que nous apprend la littérature récente, ça a été démontré aux États-Unis. Moi, j'ai moi-même des travaux en cours qui trouvent la même chose en France. C'est que aujourd'hui, l'établissement, le quartier dans lequel on grandit et donc l'école à laquelle on accède, le collège dans lequel on va, a un effet très très fort sur la trajectoire scolaire des élèves, sur la trajectoire scolaire, c'est-à-dire en termes d'orientation. Mais donc ça se traduit aussi après sur la réussite sur le marché du travail. Et je pense que c'est vraiment très important de garder en tête que ces inégalités et cette ségrégation extrême est vraiment inacceptable, d'une part d'un point de vue de justice sociale. Bien sûr, on ne peut pas avoir une école à 2 vitesses en France, mais aussi très dommageable d'un point de vue économique, comme je le rappelais, parce qu'en fait, ne pas former correctement tout un pan de la population qui sont relégués dans des écoles qui leur permettent de moins bien réussir, ça a des effets de long terme énormes sur l'attractivité et l'innovation dans le pays. Et Dieu sait qu'avec la crise climatique à laquelle on fait face, on a besoin d'innovation. Hugo Harry-Kermadec, comment réagissez-vous à cette étude ? Alors moi, je pense que c'est une super étude qui donne de façon très précise, détaillée et renouvelée des résultats qu'on connaît depuis assez longtemps, malheureusement. Hein. Et les dernières évolutions, les derniers phénomènes massifs, c'est un nouveau sens donné au privé en France.
qui est encore plus qu'avant une ségrégation sociale transparente, avec vraiment une séparation de plus en plus marquée des classes populaires et des classes supérieures suivant le type d'établissement. Et les établissements privés servent beaucoup à ça, quoi. Et donc, du coup, ça ne va pas du tout dans le bon sens. Et on a plutôt des politiques publiques qui ne prennent pas du tout cette question en charge et qui se concentrent sur d'autres aspects et qui n'aident pas en multipliant les réformes dans un sens puis dans l'autre. C'est le cas pour la réforme du bac, par exemple, et qui font que ça complique le métier des enseignants et des enseignantes, puisqu'on doit s'adapter en permanence à quelque chose de nouveau. Et au contraire, là où il y a les meilleures performances pédagogiques, par exemple dans les classes préparatoires en France, on a une stabilité énorme sur des dizaines et des dizaines d'années. Les professeurs peuvent adapter leur enseignement, l'améliorer chaque année un petit peu, parce que tout est très stable. Et on fait tout l'inverse pour le système scolaire. Anna Benjamin, cette instabilité, est-ce que les enseignants autour de vous vous en ont parlé pendant ces mois que vous avez passés dans l'enseignement L'instabilité de... Les demandes qui changent. Des réformes. Les différentes réformes qui viennent pour tenter d'améliorer, mais qui, au final, créent plus d'instabilité pour les enseignants, comme le disait Hugo Harari-Kermadec. Bien sûr, mais je crois que là, le symbole, c'est un peu la réforme du lycée, là. Enfin, voilà, un bac qui était au mois de juin, qui vient au mois de mars, puis qui retourne au mois de juin. Enfin, voilà, alors que les enseignants avaient prévenu. Mais oui, c'est ce que je raconte aussi dans le livre. J'ai participé à une grève et puis à des réunions syndicales où effectivement, on sent qu'il y a en plus, du coup, une vraie défiance vis-à-vis des ministres. Voilà, et bien souvent, en fait, les professeurs, les enseignants ont l'impression qu'on les comprend pas très bien, qu'on comprend pas très bien leurs besoins. Enfin, que le ministère comprend pas très bien leurs besoins, quoi. Oui. Ou n'a pas envie de les entendre, je ne sais pas. D'incompréhension. On a parlé de cette question des inégalités, on va continuer à en parler, mais sous un autre angle également, parce que les inégalités à l'école, elles ne sont pas que sociales, elles touchent aussi les élèves porteurs de handicap. Alors sur le papier, la loi garantit le droit à l'éducation à tous les enfants, quel que soit leur handicap, c'est la promesse de l'école inclusive. Mais dans les faits, scolariser son enfant porteur de handicap peut parfois relever du parcours du combattant. Nous allons en parler avec Caroline Boudet qui vient de nous rejoindre par visioconférence depuis Nantes. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes journaliste indépendante et autrice. Alors en 2020, vous avez publié L'effet Louise aux éditions Stock pour parler des débuts à l'école de votre fille, Louise, porteuse de trisomie 21. Aujourd'hui, Louise a 8 ans et vient d'entrer en CE1. Alors, vous avez peut-être entendu le débat, on a parlé tout à l'heure du poids de l'origine sociale et du capital culturel sur la scolarisation des élèves en général, mais cet impact n'est-il pas décuplé quand l'élève est porteur de handicap, car il faut remplir des dossiers, passer devant des commissions? Voilà. Alors, le handicap est un démultiplicateur des inégalités qui existent déjà entre les familles, parce que en France, pour scolariser son enfant avec handicap, il faut, si on a besoin d'aide, si on a besoin d'une aide humaine pour l'accompagner ou même de matériel, etc., il faut remplir à peu près 1 an à l'avance des dossiers d'une 20aine de pages avec beaucoup de justificatifs. Les courriers qu'on reçoit aussi parfois sont difficiles à comprendre, et c'est vrai que moi j'ai pris conscience en accompagnant ma fille que j'ai la chance d'avoir fait un assez haut niveau d'études, mon mari également. Parfois, on n'arrive pas à comprendre ce qui se passe ni les courriers qu'on nous envoie. Je me dis, les personnes qui viennent d'un milieu culturel différent, voire dont les parents ne parlent pas très bien le français, je ne sais pas comment ils font. Et très clairement, ils ne peuvent pas se défendre parce vous l'avez dit, malheureusement, je n'aime pas cette expression, mais c'est un parcours du combattant que de maintenir son enfant à l'école. Ces personnes-là ont beaucoup moins de chances de pouvoir le faire continuer dans une scolarité classique. Alors, pour rester dans une scolarité classique, un des éléments clés donc pour scolariser Louise et les autres enfants porteurs de handicap à l'école, c'est l'aide humaine, les accompagnants des élèves en situation de handicap. Or, l'école en manque cruellement. Pourquoi, d'après ce que vous avez constaté sur le terrain? C'est pas très compliqué à comprendre. Ce sont des personnes qui gagnent au maximum 900 € par mois. Ce sont des contrats très précaires, même si depuis 2 ans, on leur permet d'enchaîner d'abord 2 contrats de 3 ans avant d'être peut-être titularisés.
Donc ça n'est pas du tout attractif. Ce qui explique bien évidemment le manque de candidatures et aussi un turnover très important. Il y a beaucoup de changements. C'est très rare d'avoir la même personne qui accompagne son enfant sur plusieurs années, voire dans une même année. Et voilà, on est à un point où on en manque et où une personne, alors je vais dire elle parce que c'est une profession très féminisée, mais peut se voir accompagner 4 ou 5 enfants différents sur la même semaine avec des handicaps différents, tout en sachant que ces personnes n'ont pas de formation ou alors 60 heures de formation symbolique. Tout ça, personnellement, en tant que mère et en tant que citoyenne, j'estime que c'est largement insuffisant pour la mission qui est d'aider un enfant avec handicap à l'école, qui lui aussi va être dans une classe de 30 élèves et va se retrouver déjà face aux difficultés qu'ont les autres élèves. Des difficultés considérables. On va revenir vers vous, Caroline Boudet. Je fais rapidement réagir mes invités en plateau. Anna Benjamin, vous en parlez dans votre livre, justement, de ces aides humaines qu'on appelle dans le jargon AESH pour aide donc, aux enfants en situation de handicap. Leur nombre a fortement augmenté ces dernières années, mais ils sont toujours insuffisants pour aider les élèves en situation de handicap. Qu'est-ce que vous avez constaté sur le terrain ? Alors moi, j'avais plusieurs élèves du coup qui avaient donc une AESH, notamment en 6e. Qu'est-ce que j'ai constaté ? Un peu ce qui a été dit. Et que, par exemple, je vais parler de mon expérience, dans le livre je le raconte, l'AESH était vraiment fatiguée, elle est partie en arrêt de travail, et j'ai pas eu d'AESH pendant 1 mois et demi. Donc l'aide humaine, il faut n'a pas été imaginer ce que remplacée c'est une par la AESH personne. pour que les gens se rendent compte. C'est quelqu'un qui est assis à côté de l'élève. Moi, je fais cours et c'est une prof particulière qui va lui répéter un peu ce que je dis, qui va l'aider à faire des activités parce que c'est des enfants qui ne sont pas autonomes. Donc, moi, tout le temps que je vais passer avec eux, en fait, c'est tout le temps où j'ai mes 25 élèves, je ne peux pas m'en occuper. Et donc, j'ai pas eu d'AESH pendant 1 mois et demi et j'ai 2 élèves qui sont restés littéralement au premier rang, comme je le raconte. Donc, c'est un défi pour les enseignants. À pas faire aussi, grand-chose, en fait, parce que j'étais pas avec eux. Donc, quelques mots, parce qu'il nous reste peu de temps. Nina Guyon, ce constat, est-ce qu'il ne pose pas aussi la question de la détermination des salaires pour les emplois d'aide humaine ? C'est-à-dire que tous ces salaires d'aide humaine, que ce soit à l'école ou à l'extérieur de l'école, sont très peu rémunérés. On dit souvent en économie que les salaires sont liés à la productivité. Or, ces emplois ont un impact sur la productivité de toute l'économie parce qu'ils vont permettre à ces enfants d'aller à l'école, de travailler plus tard. Donc, est-ce qu'on ne calcule pas mal les choses ? Oui, on en revient à ce qu'on disait en début d'émission. On en revient à deux éléments fondamentaux, à la fois le salaire et la formation. Et là, je pense qu'on est sur des points qui sont clés pour commencer à résoudre les problèmes sérieusement. Hugo Harari, Kermadec, une réaction ? Oui, là, on n'est plus dans les inégalités, là, on est vraiment dans la discrimination. C'est la discrimination à l'égard des élèves, mais c'est aussi la discrimination à l'égard des AESH, qui sont effectivement quasi exclusivement des femmes, qui peuvent être d'origine populaire ou dans des trajectoires migratoires. Et du coup, on n'a pas assez, mais une petite main-d'œuvre disponible et qu'on va payer très mal, quoi. Je reviens vers vous, Caroline Boudet, rapidement. Sur votre expérience, sur votre vécu, qu'est-ce qui rend aujourd'hui difficile l'inclusion des élèves en situation de handicap ? Est-ce le manque de moyens financiers et humains ou bien aussi toutes les démarches administratives autour de cette scolarisation ? Est-ce qu'il faut un choc de simplification pour reprendre une expression à la mode ? Alors, je vais vous répondre une réponse de Normande, les deux. D'abord, moi, je tique quand on parle d'école inclusive parce que c'est devenu un petit peu un slogan de comme la définition de l'inclusion, c'est que c'est l'école qui s'adapte aux besoins de l'élève et pas le contraire. Dans le cas des enfants avec handicap, on n'en est pas là du tout. Comme l'a dit une de vos invités, par exemple, quand une AESH est absente, elle n'est pas remplacée, c'est une règle. Donc les enfants sont parfois laissés à eux-mêmes. Donc actuellement, en France, on en est au mieux à de l'intégration, qui veut dire que on met des enfants handicapés dans une classe et là on dit c'est bon, vous voyez, on fait de l'inclusion. Bon, c'est pas ça l'inclusion, ça demande beaucoup plus de volonté politique et aussi de moyens humains et je pense même une vraie, quasiment une révolution de l'organisation de l'éducation nationale. Coupez-moi si je suis trop longue, mais par exemple, l'Italie a fait dans les années 70-80 le choix de l'inclusion à 100%.
en mettant, à chaque fois qu'il y a un enfant avec handicap dans une classe, il y a en plus de l'enseignant classique, un enseignant spécialisé. Évidemment, tout ça demande beaucoup de moyens, mais il faut aussi penser à long terme, puisque ces enfants handicapés qu'on n'aide pas à apprendre très clairement actuellement et dont on constate à la fin de chaque année qu'ils n'ont pas vraiment bien progressé puisqu'on ne les a pas bien aidés. S'ils apprennent mieux, dans 20 ans, ce sera aussi des gens qui pourront participer à la vie de la cité, travailler, etc. Donc il faut vraiment voir ça aussi à long terme et pas saupoudrer comme à chaque rentrée et se féliciter du fait qu'on a maintenant 400 000 enfants handicapés scolarisés. Je tiens à préciser quand même qu'à chaque fois qu'on annonce ces chiffres, dans ces enfants handicapés scolarisés, ça peut être un enfant qui va 1 heure par semaine à l'école. Donc, il faut faire attention aux chiffres. Merci beaucoup, Caroline Boudet, d'avoir partagé avec nous votre expérience. Je remercie également mes invités en plateau, Hugo Harari-Kermadec, Nina Guyon et Anna Benjamin, d'avoir participé à cette émission. Un grand merci aussi à l'équipe technique en régie, ainsi qu'à Farah Bouchrak et Nabia Makloufi Ibrahim pour leur aide précieuse à la préparation de cette émission. On se retrouve la semaine prochaine. Au revoir.